La forêt amazonienne est la plus grande forêt du monde. Ça représente environ 6 millions de kilomètres carrés. L'Amazonie est tellement grande qu'elle s'étend sur 9 pays. Le Brésil, la Guyane française, le Pérou, la Bolivie, l'Équateur, le Suriname, le Guyana, le Venezuela et la Colombie. Ouf, je l'ai dit. En fait, cette forêt-là s'étend sur environ 5 millions de kilomètres carrés. C'est une coupe de terrain de football, ça. Ça en fait du monde qui sont en contact de près ou de loin avec l'Amazonie. Dans ces pays-là, on compte environ 300 communautés autochtones dont le style de vie et la culture sont en lien direct avec la forêt amazonienne. Tout ça, c'est bien beau, mais il y a un hic. La déforestation est préoccupante dans cette région-là du monde. Ça devient difficile de parler d'histoire sans toucher à la géographie. Avec les épisodes en terrain connu, j'explore des lieux dans une perspective géohistorique. Hey, géohistorique, ça fait intelligent comme mot. Bienvenue dans les épisodes en terrain connu. Dans la forêt amazonienne, on retrouve près de 50% de la biodiversité mondiale. La déforestation est donc préoccupante en sachant que l'Amazonie est la maison d'une espèce vivante sur 2 sur notre planète. Même aujourd'hui, là, on découvre de nouvelles espèces vivantes à chaque année. Ça démontre la quantité de vie qu'on retrouve dans cette forêt-là densément peuplée. C'est bien beau parler des animaux de l'Amazonie, là, mais on y retrouve quel genre d'espèces? L'animal le plus connu de l'Amazonie est sans aucun doute l'ara rouge. On le reconnaît grâce à ses couleurs rouges et bleues. C'est l'un des perroquets les plus bruyants par contre. Si t'as souvent mal à la tête, je te conseille de pas l'avoir comme animal de compagnie. L'ara rouge vit essentiellement en haut des arbres. Ben, tu sais, c'est un peu normal, là, c'est un perroquet. Il y a aussi des grenouilles comme le dendropathe bleu, surnommé la grenouille à flèches empoisonnées. Sa jolie peau bleue tachetée de noir sécrète un venin très toxique, qui a été utilisé par les autochtones qui mettaient le venin au bout de leurs flèches pour les rendre plus dangereuses. En Amazonie, il y a des singes dont le tamarin. Le tamarin, aussi appelé le singe écureuil, est reconnaissable par sa petite taille, sa crinière touffue, mais surtout à cause de ses grandes moustaches. On dirait le monsieur du Monopoly qui a été transformé en singe. Je pense aussi au tapir du Brésil. Bon, c'est peut-être pas l'animal le plus cute de l'univers, mais il a l'air d'être attachant. Le tapir du Brésil est assez solitaire. Il vit près des cours d'eau, il aime se baigner, mais les cours d'eau sont surtout pratiques pour se cacher des prédateurs comme le jaguar. En parlant de jaguar, c'est l'un des animaux les plus emblématiques de l'Amazonie. Il chasse la nuit et se repose le jour, souvent en hauteur dans les arbres. Le fait qu'on relie facilement le jaguar à l'Amazonie fait de l'animal l'un des symboles de la déforestation. La coupe des arbres fragmente, divise son territoire, ce qui rend plus difficile son alimentation, ses lieux pour se reposer en hauteur, mais aussi sa reproduction. Sans oublier que l'animal est victime de braconnage pour la beauté de son pelage. C'est bien beau les animaux de la forêt amazonienne, mais il y a aussi des humains qui y habitent et depuis longtemps. Pour l'instant, on estime que les premiers humains à s'être établis dans la forêt amazonienne seraient arrivés il y a un peu plus de 8000 ans. Et si on a une immense biodiversité en Amazonie, on le doit à son climat, bien sûr, mais aussi en partie aux pratiques ancestrales des Autochtones qui favorisaient la multiplication de plusieurs espèces. Ils s'assuraient entre autres qu'aucune espèce soit en danger d'extinction. Puis ça n'a pas commencé hier, là. On parle de l'époque où est-ce que Christophe Colomb avait même pas encore posé le pied en Amérique. Justement, à l'arrivée de Christophe Colomb et des Européens, c'est-à-dire à la fin de l'époque précolombienne, on estime que les populations de la forêt amazonienne sont environ 10 millions. 10 millions de personnes dans une forêt, ça remet en question le mythe de la forêt vierge et inconnue de l'humain. Dans la forêt, à l'arrivée des Européens, on avait des cités et même des chemins reliant des villes entre elles. Ces infrastructures-là ont été faites dans un souci de conservation de la nature. Les villes cohabitaient donc avec la faune et la flore. Ça n'a rien à voir avec les villes auxquelles on peut penser aujourd'hui. En Amazonie, c'est pas juste les animaux qui sont menacés. Les Autochtones le sont aussi. Mais à quel point les peuples autochtones de l'Amazonie sont menacés? C'est une question complexe à répondre parce qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Physiquement, les Autochtones ne sont pas en danger. On n'est plus à l'époque des grandes explorations et des colonisations européennes. C'est plus au niveau culturel qu'il y a des dangers de disparition. Parmi les 300 communautés autochtones de l'Amazonie, je pense au peuple des Tekos. Le peuple des Tekos compte environ 500 membres. C'est pas beaucoup ça. Il y a plus de monde dans une école secondaire. Sauf que là, on parle pas d'élèves, mais d'un peuple. Malgré leur petit nombre, la culture Teko est bien vivante, même si plusieurs éléments de leur culture proviennent de groupes culturels plus dominants. Je pense aux cultures brésiliennes et états-uniennes. Il y a par exemple des Tekos qui font du rap, mais qui le font dans leur langue traditionnelle. Pour conserver leur culture vivante, il y a des groupes autochtones qui ont commencé à écrire leur savoir, leurs croyances et leur langue dans des livres. C'est une façon de transmettre aux futures générations leur culture. Changement de sujet, on dit souvent que les forêts sont les poumons de la Terre. C'est vrai que les forêts produisent beaucoup d'oxygène. Le 1/3 de l'oxygène est produit par les forêts et on en doit une grande partie à l'Amazonie.
Ce qu'on oublie souvent, c'est que les océans en produisent davantage grâce à la présence du phytoplancton. Le phytoplancton est une algue qui se trouve en grande quantité dans les océans et qui produit le 2/3 de la production totale d'oxygène. L'expression poumon de la Terre est donc un peu fort pour parler de la forêt amazonienne. Oui, l'Amazonie a un rôle de première ligne, mais ce serait pas possible sans les algues des océans qui, en dessous de la Terre, donnent les nutriments nécessaires à la vitalité de la forêt amazonienne. Tout ça, c'est bien beau, c'est bien poétique, mais tout n'est pas parfait, surtout pas en Amazonie. On a un phénomène inquiétant dans cette forêt-là, la déforestation. C'est quoi ça? C'est simplement le principe de couper les arbres en grande quantité. Mais pourquoi on coupe la forêt? Essentiellement, la forêt amazonienne est rasée pour y créer des fermes, pour y élever du bétail. Il y a plusieurs groupes autochtones de l'Amazonie qui font ce qu'on appelle de la culture sur brûlis. Non, brûlis, c'est pas le petit frère de Bruce Willis. C'est plutôt un défrichement par le feu. Ça peut paraître une méthode extrême, mais à petite échelle, brûler une infime partie d'une forêt permet de créer des terres plus fertiles. Si les Autochtones font de la culture sur brûlis, ça dépasse que très rarement une acre. Bon, il faut dire qu'une acre, c'est un gros terrain, là. Ça correspond quand même à 4046 mètres carrés. C'est pas négligeable. Mais sur la terre brûlée, ils font pousser une grande diversité d'aliments. On est loin de la monoculture. La monoculture, c'est le fait de faire pousser un seul type d'aliment. Par exemple, juste avoir une sorte de maïs dans son champ. La monoculture, c'est peut-être plus rentable comme type de culture si on y va juste strictement du point de vue monétaire. Mais on a un gros problème si une maladie qui s'attaque à ce type de maïs-là précisément arrive dans le champ ou qu'un insecte qui raffole de cet aliment-là décide d'inviter ses chums à un buffet à volonté au milieu du champ. Bref, revenons aux Autochtones de l'Amazonie. Avec leur système de brûlis, ils laissent une chance à la forêt de repousser puisqu'on brûle qu'une petite partie de la forêt et on y fait pousser une diversité d'aliments. Avec le recul, c'est pas si surprenant que l'Amazonie soit victime de la déforestation par le feu. C'est quand même une pratique ancestrale des Autochtones, mais à petite échelle. C'est donc pas un concept nouveau pour l'Amazonie. Ce qui est nouveau, c'est le côté spectaculaire que ça prend à cause de la grosseur des feux qui sont causés par des compagnies dont le but est simplement de vendre de la viande à l'international. Puis personne va être surpris d'apprendre que ces compagnies-là, qui font de l'argent, énormément d'argent, ils appartiennent pas à des groupes autochtones, évidemment. T'as peut-être une question depuis un moment. Pourquoi la forêt amazonienne brûle si rapidement si la forêt est humide? Tu sais, de l'eau et du feu, ça cohabite jamais vraiment longtemps ensemble. Tout d'abord, c'est un raccourci de dire que la forêt brûle. C'est pas toute la forêt qui brûle, et surtout pas en même temps, même si les parties qui brûlent sont de plus en plus nombreuses, malheureusement. Là où on retrouve des feux, c'est à cause de ceux qui ont exploité cette partie précise-là de la forêt durant de longues périodes. Cette exploitation-là à long terme a contribué à l'appauvrissement et à l'assèchement de la forêt. Il y a aussi les défrichages qui ont lieu avant la saison des pluies. Ça, c'est dommageable, vraiment, pour la forêt. Faut savoir qu'en Amazonie, on a une saison des pluies. Ça dure 9 mois. Ça veut dire que pendant 9 mois, il pleut énormément, et presque à tous les jours. Les 3 autres mois de l'année, on entre dans une période de sécheresse. Bref, c'est une saison sèche, où la pluie est très rare. Malgré tout, il y a du monde qui trouve que c'est une bonne idée de faire du défrichage pendant cette saison sèche-là. Tu sais, quand tu donnes aucune chance à la nature. Par contre, c'est vrai que les changements climatiques allongent la période sèche. Mais attendre un peu la saison des pluies, il me semble que c'est pas trop demandé, là. Auparavant, la forêt amazonienne avait un territoire de plus de 7 millions de kilomètres carrés. Présentement, on est à environ 5 millions de kilomètres. Au fil du temps, on a donc perdu 2 millions de kilomètres carrés de forêt. L'Amazonie a besoin d'être protégée, ne serait-ce que pour protéger les espèces qui y vivent. Mais bon, les humains, on est bons pour détruire les environnements naturels. De tout ça, je sais pas ce qu'en pense la Grande Barrière de Corail. Mais ça, c'est une autre histoire.